Bonjour et bienvenue, Mont Blanc Live vous emmène au grand air aujourd'hui. Alors mes acolytes du jour, Chloé, la tête en l'air et des images plein les yeux évidemment. Et puis Greg qui revient d'Avroya, lui aussi avec des images plein les yeux. On va voir ça dans quelques minutes, Greg. Ouais, tout à fait. Alors Jessica, on la retrouvera également en fin d'émission pour une nouvelle activité qu'elle a testée et approuvée, le wing jump. Vous verrez ça tout à l'heure. Et puis notre invité est donc un spécialiste de parapente. On va passer 26 minutes la tête en l'air, mais alors c'est pas vraiment du parapente, c'est du speed riding. Il va tout nous expliquer sur cette activité. Ce Dromois est aussi moniteur de ski, il est aussi instructeur d'ULM, bref, un vrai spécialiste de la montagne et de la haute montagne. Je parle de Valentin Deluc. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Alors vous êtes donc presque un professionnel du speed riding, c'est ainsi que l'on peut vous nommer, vous présenter. Voilà, donc le speed riding c'est quoi? C'est un mix entre le ski et une toute petite voile de parapente. Donc ça nous permet d'aller dans des endroits inaccessibles en ski. C'est quoi le rapport? Cette voile de parapente qui est donc toute petite, elle fait quoi? Un quart, un tiers, une demi-voile de parapente? Approximativement un tiers de la voile, moins de 10 mètres carrés. Donc ça veut dire que ça descend beaucoup plus vite qu'un parapente. Voilà, nous on ne peut pas remonter, on a besoin de dénivelé pour descendre le long du relief. Alors le but du speed riding c'est ça, hein, c'est de suivre un petit peu le relief, c'est un petit peu ça? Voilà, donc il y a deux manières de le pratiquer. L'hiver on va vraiment utiliser, en tout cas pour moi, la voile pour améliorer le ski. Et l'été ou même l'hiver, pour se faire plaisir, si on a un petit peu mal aux genoux, mal au dos, on peut simplement voler le long du relief. Et ça, c'est aussi très agréable. Ça va très vite ou finalement pas tant que ça? Par rapport au parapente, il y a une vraie sensation de vitesse quoi. Si, il y a quand même, on peut avec des toutes petites voiles de 5-8 mètres carrés aller à 130-140 km/h face au sol, donc quand on est en spirale. Et là, ça va très très vite. Sinon, en ligne droite, c'est plutôt 90 km/h. Allez, on va justement commencer par des images époustouflantes. Ça se passe du côté de la vallée de Chamonix, sur le secteur du Brévent. Des images que vous pouvez commenter, puisque voilà, là vous le dites, ça va très très vite. Et là, on est en version hivernale, donc on skie. Voilà, donc là c'est hivernal. Ce jour-là, la neige était un petit peu croûtée, donc je skie pas trop. Mais voilà, là on voit que ça nous permet d'arriver sur des épaules où en ski, il y a une barre de 50 mètres. Et puis derrière, on va voler à l'intérieur du canyon. Et ça c'est vraiment super et très agréable. Alors j'imagine qu'il y a un repérage avant, on ne s'élance pas n'importe comment sur une pente comme ça. Comment vous repérez justement les lignes avant de partir? Et déjà d'en bas de la vallée, on va déjà voir un petit peu la sortie. Ensuite, le premier run qu'on fait, on va pas trop bas, trop loin pour être sûr de pouvoir rentrer à latéraux. Et puis petit à petit, étape par étape, on descend de plus en plus. Et c'est pareil, faire attention aux conditions de neige parce qu'on n'a pas que les conditions aérologiques. Il y a aussi, si la neige est mauvaise, on peut tomber à ski. Il faut faire attention aussi à ça. C'est vrai que là dans les images, vous êtes plus en train de voler que de skier. C'est parce que vous nous aviez dit la neige était croûtée, pas très bonne ce jour-là, c'est ça en fait? Voilà, au Brévent, ça prend très vite le soleil. Moi, je m'étais fait opérer début de saison. Ça, c'était des images du fin de janvier. Donc, c'était 2 mois et demi après l'opération. Donc, j'y allais encore tranquille et j'étais pas à 100%. Tranquille, avec quand même quelques tours dans tous les sens, quoi. Voilà. Quand même. D'autres images, justement. On va continuer avec des images encore plus incroyables. On reste en vallée de Chamonix, c'est du côté de l'aiguille du Midi, parce que de temps en temps, forcément, quand vous skiez un peu plus, vous avez le même risque que les gens qui font du freeride, en fait. Hein. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut rider avec suffisamment de vitesse pour pouvoir dégager et voler au-dessus de l'avalanche. Alors là, expliquez-nous, on est donc en face nord de l'aiguille du Midi. Voilà, donc ça c'est l'arête du frein d'eau, donc très mythique à Chamonix. Donc là en fait je skie tout simplement le long de l'arête. Tout simplement, hein. Ouais, voilà. Tout simplement. Mais c'est ce qui va déclencher tout ce slough qu'on voit partir derrière moi. Là je repasse devant, donc j'ai déjà en visuel ce slough, donc c'est la neige qui coule sur une pente très raide. Et ça va engendrer de plus en plus de neige. Et au final, ça crée une gigantesque avalanche. Et par rapport aux conditions de vent, justement, est-ce que ça crée pas un souffle en plus ou quelque chose comme ça? Alors si, il faut y faire attention. Donc là, je suis quand même un petit peu décalé de l'avalanche, mais la partie la plus dangereuse, c'est vraiment le front de l'avalanche, vraiment ce qui vient taper en premier. Là, il y a peut-être 200-300 km/h de vent. Et au-dessus, là où je vole, là, c'est un petit peu plus calme. Après, selon les avalanches, il y en a des plus ou moins turbulentes. Mais vous vous êtes rendu compte de l'ampleur de l'avalanche? C'est-à-dire qu'à un moment ça part, j'ai envie de dire, c'est une petite coulée, ça déclenche. Là quand on voit le souffle et le nuage, c'est juste une énorme avalanche en fait. Là voilà, la neige était vraiment légère et puis ça avait neigé la veille, donc les conditions étaient parfaites. Et la pente aussi dans la face nord de l'aiguille est tellement raide que voilà, dès qu'on fait 2 virages, il n'y a pas besoin que ce soit une plaque avant ou vraiment une masse de neige qui parte. Juste le slough engendre de plus en plus. Et la sensation de voler au-dessus d'une avalanche comme ça, c'est quoi? Je dirais c'est un petit peu, on se sent un petit peu comme Batman, Spider-Man, un super-héros. Et nous, avec nos 2 petites jambes, on arrive à déclencher un truc comme ça, c'est juste impressionnant, quoi.
C'était volontaire de votre part là, de déclencher cette avalanche? C'était prévu? Alors, je soupçonnais, après on n'est jamais sûr à 100%, mais en tout cas un jour comme celui-ci, on voit le haut de la face était quand même plaqué. Un jour comme ça, il n'y a pas d'alpiniste qui va s'aventurer dans la face ou de skieur qui descendent dans la face parce que ça a un risque élevé, quoi. Alors, est-ce que justement le speedriding permet de faire face à tout type de conditions, que ce soit au niveau de la neige, au niveau des conditions de vent? Alors je dirais qu'en tout cas on est plus en sécurité qu'en ski, mais il faut quand même faire attention parce qu'il faut quand même avoir un bon niveau, connaître bien sa voile et ça marche pas à tous les coups. Si on skie trop lentement, on n'aura pas cette vitesse-là et là on va partir avec l'avalanche et c'est même pire puisque la voile c'est comme une ancre dans l'avalanche, ça va nous tirer au fond. Donc ça c'est vraiment, faut faire attention. Faut vraiment pas se faire piéger, effectivement. Voilà. Allez, on reste avec vous, Valentin Deluc, et puis avec Greg hein, qui revient des Winter Natural Games. Et oui, dans la première édition, c'est tenu à Avoria. Alors, il y a déjà eu 10 événements des Natural Games en été qui se déroulent à Millau. Et c'était la première édition, donc chez vous à Avoria. Alors, le principe des Natural Games, c'est relativement simple. C'est des concerts le soir, gratuits. Alors là, en tête d'affiche, il y avait Joe Star, Matt Bastard ou encore Kavinsky. Et l'après-midi, il y a des épreuves sportives, donc du slopestyle, du ski cross, du VTT électrique, du big air et du speedriding, la spécialité justement de notre invité. C'est la première année qu'il y a les Winter Natural Games à Avoria. Donc dès la première année, il y a du speedriding. Je suis hyper content de pouvoir inviter 11 riders et de faire une compétition comme ça. Donc là, il y a deux épreuves. Une épreuve freeride, donc qui est notée sur la ligne, comme une ligne de freeride à ski, technique et style. On a aussi une épreuve freestyle, donc là où ça va être un peu plus de tricks aériens. On a mis des modules en place, donc des zones où il faut toucher ou d'autres où il faut voler. Donc moi en fait j'ai commencé le ski tout petit à 2 ans et demi et le parapente à 11 ans. Mon frère faisait déjà ça, mon grand frère, du coup je suivais un petit peu ses traces. Et à l'âge de 18 ans, j'ai allié ces deux passions, skier et voler. Et là j'ai découvert le speedriding et après le premier vol, j'ai pas pu m'arrêter. Ce que j'adore, c'est la précision et la lecture du terrain, donc anticiper les choses, voir 200 mètres au loin un arbre ou quelque chose qu'on veut toucher et on va se concentrer pour vraiment être précis, le toucher au centimètre près. Et quand on arrive à faire ça, c'est très jouissif. Il y a aussi cette sensation de vitesse quand on est proche du sol, donc il y a vraiment le décor qui défile et ça, en parapente, on l'a un petit peu moins quand on est haut. Le fait d'être proche du sol, on a vraiment cette sensation de vitesse qui est super fun. Moi, ce que je préfère, pour moi l'hiver, j'utilise une voile pour améliorer le ski, donc j'aime bien aller dans des endroits inaccessibles à ski tout simplement, là où il y a de la bonne neige à skier et où personne ne peut aller mettre des traces. Après, il y a aussi le côté vol qui est aussi super sympa, comme des fois en fin de saison ou le matin quand la neige est super dure, là on va plus voler le long du relief et jouer avec le terrain, et ça c'est aussi super marrant. C'est vrai que maintenant, moi j'aime bien me concentrer sur le côté projet vidéo parce que c'est ce qui me plaît le plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc trouver des choses originales et nouvelles à faire pour faire découvrir notre sport et dans un côté, je dirais, joli, esthétique et non un côté engagement comme on peut des fois l'entendre. Alors là, on a vu ces images de démonstration, donc c'était à Avoria pendant les Natural Games, les Winter Natural Games. Là, il y avait donc du speedriding avec des figures acrobatiques. Justement, ça, c'est aussi un autre domaine dans lequel vous excellez. Voilà, donc cette année, c'est la première année qu'on a mis en place cette épreuve freestyle. En fait, avant, c'était du slalom. Donc, comme en ski, il y avait des portes où il fallait toucher. C'était le premier qui arrivait en bas. On s'est rendu compte que c'est vrai que les personnes très chargées étaient un petit peu plus avantagées. Du coup, on s'est dit que là, on allait faire une épreuve un petit peu différente, freestyle. Donc, c'était vraiment essayer de développer la créativité et que tout le monde puisse faire un petit peu ce qu'il avait envie aussi. Alors, le speedriding est une discipline qui évolue en permanence. Est-ce que le matériel évolue et qu'est-ce que ça vous permet de faire en plus ou différemment par rapport au début ?
Ben, je dirais que ça évolue, oui, ça c'est sûr. Le matériel, il nous permet, justement, comme on a vu dans les images, maintenant on arrive à remonter avec nos voiles pour pouvoir faire ces manœuvres qui s'appellent les tonneaux, les barrel rolls. Quand on fait un tour à droite, un tour à gauche, là Voilà. Tout simplement. On passe Ok. au-dessus Parce que de- ça a l'air hyper simple. Hein. Comme ça, quand on le voit à la télé, ça a l'air hyper fastoche. Mais c'est pas très compliqué avec un petit peu d'entraînement. Voilà. Mais voilà, donc ces voiles-là nous permettent vraiment maintenant de pouvoir remonter et de tourner ces tonneaux très très rapidement. À l'époque d'Antoine Montan, où quand lui il raidait vraiment toutes les faces très raides, et ben sa voile lui permettait pas de ressourcer. Ça lui permettait vraiment de pouvoir skier collé à la pente, mais ça manquait un petit peu d'énergie pour toutes ces manœuvres-là. Et aujourd'hui, donc ce matériel, il a évolué de quoi depuis 2-3 ans? Parce que c'est assez récent finalement. Cette évolution du matériel, elle se fait de 6 mois en 6 mois presque. Ouais, alors d'hiver en hiver, il y a des nouvelles voiles qui sortent. Ouais. Le matériel évolue, mais déjà depuis 2006, la première voile a été commercialisée. Donc depuis 2006, ça fait 10-12 ans que le matériel il fait que évoluer d'année en année. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'il existe comme type de figure, justement, en dehors de ces tonneaux? Alors il y a un petit peu, c'est pas vraiment de l'acrobatie en parapente, donc maintenant on fait pas mal de switch sous la voile, donc un petit peu de nose press, on vient appuyer sur le devant des skis en twistant le bas du corps. Donc là on peut le faire après aussi un tonneau et mixer un petit peu tout ça. Le tout à 90 ou 100 km/h. Le Voilà. tout, ouais. tranquille, tranquille. Faut le Quoi. rappeler. Ça se passe bien. C'est la pleine saison là, du speed riding, c'est un petit peu ça, non? Fin de saison, ouais, là c'est tout ce qui va être partie haute montagne, donc moi ce que j'apprécie beaucoup, Aiguille du Midi par exemple, et là la neige colle en altitude, donc c'est vraiment idéal. Pour revenir sur les figures, est-ce que vous créez des nouvelles figures? Est-ce que vous en inventez? Est-ce que vous copiez les uns les autres? Comment ça fonctionne? On essaye d'en inventer. Là, par exemple, au Natural Games, moi, j'ai remporté une manche en faisant un double tonneau. Alors, sûrement, peut-être d'autres personnes l'ont déjà fait, mais en compétition, en tout cas, jamais. Et ça, c'est voilà, une évolution qu'on a fait cette année et qu'on n'avait jamais vue, en tout cas, avant en compétition. Et les critères de jugement, justement, en compétition, c'était quoi? Alors, choix de la ligne, style et technique. Donc, Et noté par un jury, etc. voilà, 3-4 juges en bas de la face. Les runs étaient filmés, donc s'il y a un souci, on peut regarder les vidéos. Allez, fin de la compétition, un petit peu pour vous, c'est ce qu'on a compris notamment dans le sujet, pour produire des images, des images toujours plus impressionnantes. Eh bien, on va voir ça avec Chloé. Alors Valentin, on l'a vu avec vos images d'avalanche tout à l'heure, vous êtes un habitué des vidéos qui cartonnent sur Internet et se partagent et se repartagent dans le monde entier. Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est la dimension poétique de tout ça. En général, on ne voit rien de tout ce qui est travail qui est derrière. Pendant 7 mois, vous avez préparé un projet ambitieux, aux airs de contes de fées, dévaler une ligne vertigineuse au-dessus du glacier des Bossons, éclairé uniquement par la pleine lune et un ruban de LED fixé sous votre voile. Des images spectaculaires, une première mondiale, je vous laisse admirer. Alors Valentin, quelles ont été les principales difficultés à surmonter pour réaliser cette vidéo ? Eh ben, déjà, je dirais que l'année dernière, on n'a pas été très gâté avec les conditions de neige. Donc pour moi, c'était très difficile de trouver de la neige poudreuse. Et en plus, donc de nuit, la pleine lune. Donc 3 à 4 nuits dans le mois. Sans vent en altitude et sans nuages. Donc là, au niveau conditions, c'était le top, quoi. Pour faire compliqué, on y était. D'abord la météo, en 1, la principale difficulté. Ensuite en 2.
Couverture nuageuse, vent, tout ça fait partie de la météo et conditions de neige. Alors quelles étaient vos craintes? Il me semble que vous aviez des craintes par rapport à la lumière justement. Voilà, donc c'est toujours un petit peu, on attend minuit, 1h que la lumière éclaire le glacier, ou selon les pentes, là il y a aussi des images à Avoria. Mais des fois le vent se levait, puis tac, un voile arrivait, et là on n'a plus du tout la lumière de la pleine lune, et ça c'est vraiment, ça nous empêchait de voler, parce que nous on avait besoin de voir quand même avec cette lumière de pleine lune. Et comment vous êtes préparé pour utiliser des LED sur une voile de parapente? Et ça a commencé en novembre, avant l'hiver. J'étais déjà en train de me dire comment on trouve des LED, mais maintenant aussi comment on les alimente. Parce qu'au début, j'ai pris des toutes petites batteries qui tenaient 20-30 minutes en intérieur, puis quand on les a essayées à moins 20 degrés dehors, elles tenaient plus que 5 minutes. Bon, là ça allait pas, fallait prendre des plus grosses batteries. La colle c'est pareil, les LED étaient collés en fait dans la voile. Donc ça rentrait dans un caisson, dans un trou dans la voile, et ça circulait comme ça partout dans la voile. Puis ça se décollait aussi, donc rattacher les LED, pas mal d'organisation. Une voile de speed riding, ça pèse combien? Alors ça c'était une 9,5, c'est environ 2 kg. Et le poids des LED rajoutés, c'est quoi ça? 600 grammes environ. Et ça change du coup les conditions de vol? Exactement, ça c'était aussi une de mes plus grosses craintes, c'était le comportement de la voile. Est-ce que j'aurais suffisamment d'énergie de réaction pour faire les tonneaux, ou aller skier tout simplement avec la voile? Et puis entre les séracs, on pouvait pas trop poser. Donc j'avais vraiment envie que ma voile soit safe, stable, et qu'elle ferme pas. Mais du coup, vous l'avez fait une seule fois cette prise, ou il y a eu plusieurs prises en fait? Comment ça s'est passé? Alors non, le run des Bossons, l'année dernière, on a eu qu'une nuit possible pour le faire, donc ça a été en mars. Et après, toutes les autres images, ça a été tourné depuis le mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Donc à Avoria, sur Chamonix aussi. Est-ce que vous aviez un plan B au cas où les LED s'éteignent? On avait une grosse frontale sur Oui, effectivement, on avait une grosse frontale sur la tête, donc qui crachait 800 lumens, donc on voyait quasiment à peu près 100 mètres. Et ça, c'était vraiment notre gage de sécurité. Si jamais les LED s'éteignaient, on pouvait allumer cette lumière. Je dis on parce que sur les images, là, c'est mon copain Hugo Gérola qui me filme. C'est la question que j'avais posée. Ouais, c'est qui fait ces images aériennes? Il y a un hélico là, il y a quoi? Comment ça se passe? La plupart du temps, on le voit pas parce qu'il a une voile toute noire qu'on a faite exprès pour le projet. Donc moi, elle était toute blanche, lui toute noire. Et c'est pour ça qu'on le voit pas sur les images, mais il est tout le temps derrière moi et il me suit. Et du coup, pour lui, moi je suis son point de repère éclairé. Et si ma voile s'éteint, vous voyez un petit peu moins bien. C'est le début des problèmes si la voile s'éteint. C'est ça, on avait quand même cette lampe en sécurité. Les sensations quand on vole de nuit justement au-dessus du glacier des Bossons, c'est quoi? Vous en profitez ou vous êtes vraiment concentré sur tous les problèmes potentiels qui peuvent arriver? Je dirais, vu que là on avait un essai sur tout l'hiver, j'étais hyper concentré sur le run. Donc c'est vraiment quand je pose en bas, où là on se dit ok, ça a même été court, ça y est, c'est fini, c'est fait. Et là vraiment je dirais que c'est là où on est content, quoi. On a toutes ces sensations. Et vous allez recommencer? J'aimerais bien refaire d'autres photos, d'autres choses. Après, parce qu'on n'a pas eu des super conditions l'hiver dernier. Parce qu'il y a vraiment une dimension... Chloé, pardon, oui, mais... Comment vous est venue l'idée d'un tel projet? C'est vrai que le vol de nuit déjà en parapente, c'est un petit peu quelque chose qu'on entend parler depuis qu'on est tout petit, je dirais. J'ai vu aussi d'autres vidéos, notamment Jean-Baptiste Chandelier qui avait volé un petit peu de nuit, Horacio Lorenz qui avait volé en paramoteur sous les aurores boréales. Bon, il illuminait pas tellement les voiles. Il y a aussi Daniel Koffler qui lui avait mis les mêmes LED que moi pour une démo, et c'est là où je me suis dit ok, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces LED là, mais on va les disposer différemment et on va essayer de voler proche d'un glacier, et ça ferait quelque chose d'assez original et sympa à faire. Bon, à suivre du coup, à suivre. Ouais. On regardera ça avec une dernière question. Plaisir. Allez, dernière question. Vous aviez du coup volé un petit peu plus haut pour prendre moins de risques, ou vous voliez comme d'habitude assez proche et vous aviez un itinéraire prévu? Alors l'après-midi, on avait déjà fait 2 runs, donc je connaissais déjà les endroits où j'allais passer de nuit. Donc je savais les portes d'entrée, les portes de sortie, où c'est qu'il fallait que je sois suffisamment haut pour rentrer à latéraux, ou auquel cas sinon c'était un petit peu galère. Il fallait faire attention à 2-3 passages. On parle beaucoup de performance, mais il y a aussi toute cette dimension poétique, parce qu'en fait ce film que l'on vient de voir, c'est un court-métrage, quoi. C'est un court-métrage. Vous avez rajouté, il y a un enfant qui vous voit passer, etc. Ouais. C'est un vrai court-métrage, il y a véritablement une histoire qui est racontée. Voilà, donc ça a duré quand même 7 mois. Donc là, la vidéo fait 1 minute 30 sur 7 mois de tournage, c'est pas beaucoup. Donc on a essayé de... C'est pas très productif, ouais. Pas facile au niveau des conditions, vraiment.
Bon, allez, c'est la fin de saison pour le ski, mais on reste encore un petit peu sur les skis avec Jessica, qui s'est équipée, elle aussi, d'une aile. Alors, vous allez voir, c'est pas une aile de parapente ni de speed riding, c'est tout autre chose. Ça s'appelle tout simplement la wing jump. Regardez ce testé approuvé de Jessica. Ouh, salut Marc! Qu'est-ce que t'as dans les mains? Bonjour. Eh bien, j'ai une wing jump qui est une petite aile pour aller en ski. Ça vous procure un appui sur l'air avec de la portance et puis on peut skier, mais skier différemment. Vous allez voir avec nous en embarquant. C'est camisole en fait. On est en train de m'embarquer. C'est parti mon kiki. Les petits Varois qui arrivent. Mais c'est excellent la wing jump. C'est excellent, ça apporte des sensations uniques. C'est un petit peu l'objectif de ce produit, c'est vraiment de skier différemment. On a l'impression d'avoir perdu 10 kilos quand on skie. Il y a ça d'abord, On est ça léger. allège, ouais, ça allège et surtout ça stabilise énormément. Tu t'en es rendu compte, hein. À pleine vitesse, on trouve de la stabilité. Hein. Parce que ça nous soulève les bras, donc on peut s'appuyer sur l'aile. C'est comme si on avait un appui à gauche et à droite. Il fait une dépression. C'est la dépression de son aile. C'est excellent. Yeah, c'est trop bien. Yeah, c'est génial. C'est inspiré de la wingsuit. Un petit peu, hein. Et forcément on retrouve un petit peu de ça, mais c'est inspiré du parapente, c'est inspiré du speed riding, c'est inspiré de la wingsuit. Mais là par contre c'est totale sécurité, on décolle pas, c'est du ski, et donc on pratique en sécurité. C'est énorme, c'est allier le ski avec les airs quoi. Exactement, et c'est l'objectif. Eh, on a le sourire, on est heureux. Yes. La wing jump, on peut tester avec après sur Harley comme on est ici, après Par glissement aussi. Tout à fait, hein. Il vaut mieux se faire accompagner, hein. Je pense que c'est une petite prise en main. Ça demande quand même quelques explications au niveau de la prise en main, même si ça reste simplissime, hein. C'est pas comme le parapente et le speed riding, là c'est une prise en main super simple. Il faut savoir skier. Ouais, il faut savoir skier et puis quelques explications d'un professionnel, ça aide à sentir vraiment les vraies sensations de l'aide. Donc je pense que c'est une bonne idée de venir après sur Harley pour essayer avec un spécialiste. Serge Tuaz, par exemple. Par exemple. Voilà la wing jump à tester, c'était excellent, merci beaucoup. On s'est éclaté. Yes. Jessica dans ses œuvres, la wing jump, voilà une idée d'activité à tester. Alors pour cette année, ça va être un petit peu compliqué, hein, sur les domaines skiables puisque les stations ferment, mais pour l'année prochaine, bien, vous pouvez creuser l'idée, pourquoi pas la wing jump. Valentin Deluc, en voyant le sujet, ça vous donne une petite idée, envie de tester? Jamais essayé, j'aimerais bien, ça a l'air super fun, surtout en voyant Jessica avec ce gros sourire, ça donne envie d'essayer. Ouais, ça a l'air assez sympa, ludique en tout cas, très ludique et Ouais. accessible peut-être au plus grand nombre par rapport au speed riding. Je pense, ouais. Plus proche du sol, peut-être plus en sécurité. Plus en sécurité. Bon, la suite pour vous, alors les projets, est-ce qu'on peut en dire deux mots ou pas? Parce que ça reste toujours un petit peu secret, forcément, tant que c'est pas réalisé. Hein. Voilà, mais vu qu'on sait, c'est jamais facile de les faire, c'est vrai qu'on le dit pas trop à l'avance. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais continuer comme la vidéo de nuit, plutôt pousser le côté artistique et créatif que vraiment le côté engagement. J'ai eu fait des fois des runs un petit peu proches du relief où là on me disait ouais, c'est beau, très engagé et pas forcément très joli. Alors pour nous c'est très technique et d'année en année je me rends compte qu'en fait de trouver des choses plus créatives et originales à faire, ça marche presque mieux. Et donc là j'aimerais faire du speed riding mais pas dans un environnement de speed riding. Voilà. Pas dans un environnement de speed riding. Pas comme Pas on a en- l'habitude de le voir, je dirais. Pas en montagne. En montagne, Enfin, faut qu'il y ait de la mais pente, quand faut même. que j'ai un peu de pente. Moi, je peux pas partir sur le plat, donc malheureusement, il faut quand même qu'il y ait un peu de dénivelé. Mais il y aura pas forcément de la neige ou voilà.
On peut aussi le pratiquer l'été à pied, mais voilà. Il y a vraiment un côté, toutes ces vidéos là, des uns et des autres, dans ce petit milieu de la montagne, vous faites quelques vidéos, vous vous donnez tous des idées les plus extravagantes. Bon, je pense à la dernière vidéo de... j'ai oublié son nom, celui qui fait toujours des super belles vidéos. Jean-Baptiste Chandelier? Non, pas en ski. Candide Tovex. En ski, voilà, je pense à Candide Tovex, pardon, j'avais oublié son nom, mais je pense à Candide Tovex qui a fait encore une dernière vidéo sensationnelle. Voilà, ça vous donne toujours des idées pour aller encore plus loin? Bah moi, Candide, c'est marrant qu'on en parle parce que moi, avant, j'ai commencé par le ski freestyle. À l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, j'ai vraiment fait que ça. Je faisais des petites compétitions, j'étais vraiment investi là-dedans. Et pour moi, Candide, c'était vraiment quelqu'un que j'idolâtrais, quoi, qui était vraiment hyper fort dans son domaine. Et que même au jour d'aujourd'hui, moi, je me sers un petit peu de ses vidéos, tout ce qu'il fait, et j'apprécie vraiment ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Ouais, du coup, voilà, à suivre votre prochaine vidéo qui va se préparer là, ça pourrait se tourner là en tout cas. Ouais, donc là, on va être dessus printemps, été, automne prochain. J'aimerais bien pouvoir la sortir peut-être l'hiver prochain. Peut-être l'hiver prochain, encore 7 Si mois tout de boulot se passe pour bien. 1 minute 30, quoi, si on a bien compris. C'est un petit peu ça, en tout cas, le ratio. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup de boulot. Derrière, il y a du boulot. Ça sort pas comme ça. Speedriding, ouais, vu qu'on dépend du ski plus de l'aérologie, ben voilà, faut que tout soit réuni. Une dernière question? Moi, je voulais parler par rapport à vos vidéos. C'est un petit peu la tendance générale de faire des vidéos, j'ai l'impression, de plus en plus créatives, de plus en plus poétiques aussi, pour sortir juste du sport extrême. Bah c'est ça, puis c'est vrai qu'en speedriding, nous on n'a pas beaucoup de compétition, donc c'est dur aussi à se démarquer en compétition. Cette année, grâce au Winter Natural Games, on a eu cet événement-là, mais sinon il n'y a pas de championnat du monde, pas de coupe du monde, donc c'est vrai que c'est difficile niveau compète. Vous êtes combien justement dans le monde à pratiquer le speedriding à haut niveau? C'est dur à dire, hein. Déjà les chiffres en France au niveau de la FFVL, vu qu'on peut s'assurer en pratique secondaire, les chiffres sont pas vraiment très représentatifs, et puis il y a pas mal de personnes qui vont voler comme ça en étant assurées aussi au CAF, au Club Alpin Français, donc c'est dur à chiffrer. Je dirais en France on doit être 200 à le pratiquer très régulièrement, et il y en a peut-être 2000 qui le pratiquent De manière plus occasionnelle. Mais c'est difficile de donner des chiffres. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces explications. C'est la fin de Mont Blanc Live. Merci à vous, Valentin Deluc. Merci à toute l'équipe pour avoir préparé cette émission. Mont Blanc Live continue évidemment sur Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag Mont Blanc Live. Et puis, vous pouvez nous suivre sur le site internet www.montblanclive.com pour, par exemple, accéder à tous les replays de l'émission. Excellente fin de journée à tous sur MB Live.